Alors je m'empresse, là aussi, d'apporter de faire une remarque. Il n'est pas question de dire que c'est grâce c'est grâce aux marchands arabes et berbères ou persans, c'est-à-dire grâce aux marchands venus du Nord, que cette Afrique-là s'est retrouvée connectée au reste du monde. Il y a bel et bien une interface qui s'opère entre des marchands arabes et berbères, qui effectivement sont ceux qui font le déplacement à travers le Sahara en particulier, et des marchands africains de l'autre côté. Il n'y a pas de commerce marchand sans qu'il y ait des partenaires, marchands. Alors c'est dans cette zone, donc c'est dans cette zone, pardon, je reviens un tout petit peu en arrière. C'est dans cette zone en jaune sur ma carte que j'appelle le croissant africain médiéval que se développe l'essentiel des formations politiques que nous connaissons dans les sources et par l'archéologie au Moyen-Âge. Alors cette proximité entre Asie et Afrique s'exprime d'une façon assez intéressante et assez visuelle et assez graphique dans une carte médiévale qui est due à un fameux géographe arabe qui s'appelle Al-Idrissi, géographe arabe qui travaillait à la cour d'un roi chrétien, Roger II de Sicile, au milieu du XIIe siècle, et qui nous a laissé, sous la forme de ce planisphère, une représentation de sa vision du monde. Alors, il faut la retourner mentalement, parce que vous voyez que l'Europe la Méditerranée étant plus ou moins au milieu, l'Europe est en bas à droite, l'Asie est à gauche et l'Afrique est en haut. Donc le sud est donc en haut. J'ai surligné ça pour que ce soit plus clair. Et vous voyez que la forme qui est donnée à l'Afrique l'a fait se rebiquer vers l'Asie et donne ce résultat assez intéressant de voir que le sud de l'Afrique se trouve en face de l'extrémité asiatique. L'extrémité de l'Afrique et l'extrémité de l'Asie se retrouvent face à face, voilà, et simplement séparées par une île qui n'est pas Taïwan, mais qui est donc Madagascar. Alors je reviens sur mon croissant médiéval africain et sur lequel j'ai à présent positionné quelques-unes des formations politiques les plus remarquables que l'on connaît dans les sources. Vous voyez, donc au Sahel occidental, le Ghana et le Mali, et puis toute cette région du Sahel central et oriental, où vous trouvez d'abord Gao sur la boucle du fleuve Niger, le Kanem-Bornou autour du lac Tchad, toute la région du Nil moyen, où là aussi se sont développés des royaumes chrétiens, puis musulmans au Moyen-Âge. Les formations politiques d'Éthiopie, vous avez à la fois un royaume chrétien et des sultanats musulmans, et puis toute une chaîne de cités-États, des royaumes aussi, mais sous la forme de cités-États, le long de ce qu'on appelle la côte Swahili, c'est-à-dire entre la Somalie et le Mozambique, et puis le nord de Madagascar. Et j'ai positionné aussi sur la carte les pastilles jaunes, qui sont les principales mines d'or africaines connues à cette époque-là. Et puis les marchandises qui circulent dans les deux sens. Alors, pour vous donner une idée du type de documents avec lesquels il est possible de travailler pour faire l'histoire de l'Afrique à cette époque-là, j'en ai sélectionné deux. Celle de droite, vous pouvez, je suppose que chacun d'entre vous le voit, est écrite en graphie hébraïque, mais la langue qui est écrite n'est pas de l'hébreu, c'est de l'arabe. Et c'est une lettre qui provient d'un corpus très très fameux d'archives et assez exceptionnel qui vient de la Guéniza du Caire. La Guéniza, c'est dans une synagogue la cache ou la pièce secrète dans laquelle on tient, on garde, on conserve tous les documents écrits qui conservent le nom de Dieu. Bon, de tels documents n'étant pas destructibles, ne devant pas être détruits ou jetés, ils sont conservés dans une cache ou dans une pièce secrète. Bon. Et évidemment, vous vous en doutez, lorsque de telles caches sont découvertes, ils nous livrent des documents absolument exceptionnels, non seulement des courriers privés, lesquels se finissent souvent par des formules de bénédiction ou autres qui comportent donc le nom de Dieu, et puis tout ce qui est contrat commercial, contrat privé, etc., est forcément scellé du nom de Dieu. Et on a là,
avec la guéniza de la synagogue des Juifs palestiniens du Caire au Moyen-Âge, entre le 11e entre le 10e et le 13e siècle. On a là une collection absolument exceptionnelle qui a été mise au jour à la fin du 19e siècle, au moment où cette synagogue médiévale a été détruite pour être reconstruite. Et parmi ces documents, il y a cette lettre qui est adressée par un marchand juif de Kairouan, en actuelle Tunisie, à son partenaire commercial au Caire, raison pour laquelle la lettre a été conservée à la Guéniza, et qui nous parle, tout simplement, qui nous dit que ce marchand de Kairouan a confié un certain nombre de marchandises à la grande caravane qui avait collecté différents produits venant de Marseille ou autres pour les amener au Caire. Et il mentionne également la grande caravane annuelle venant de Sigil Massa au Maroc et qui venait donc déjà au préalable de Ghana, hein, au sud du Sahara. Et puis à gauche, un manuscrit d'un auteur arabe cette fois, donc là aussi en arabe, cet auteur c'est Al-Bakri, auteur arabe de l'Espagne alors islamique, il était de Cordoue. Il s'est beaucoup appuyé, géographe de son État. Il a beaucoup collecté d'informations sur les différentes parties du monde. Il a rédigé un livre absolument magistral sur le sujet. Il s'est aussi beaucoup appuyé sur les archives qui existaient à Cordoue. Et il est l'un des premiers à nous parler très en détail du royaume de Ghana. Royaume de Ghana, qui n'est pas du tout au Ghana, qui est dans le sud de la Mauritanie actuelle et qui a été la première grande formation politique africaine connue au nord du Sahara pour être le principal exportateur d'or en direction de la Méditerranée. Et vous avez là la première page de la description du royaume de Ghana par Al-Bakri. Ce qui me donne l'occasion de continuer précisément pour vous parler un petit peu du Ghana. Et à la fois illustration de ce qu'était ce royaume et en même temps illustration du régime documentaire auquel est soumis l'historien qui travaille sur ces régions. Vous avez en haut à droite une description du Ghana par une sélection de textes, quelques extraits de textes se rapportant au Ghana par Al-Bakri, et puis un extrait venant de Idrissi, l'auteur dont j'ai déjà parlé, qui nous parle du Ghana à peu près un siècle après. Il est très intéressant de comparer les deux textes. Vous allez voir, je lis donc déjà le passage de Al-Bakri. Le roi actuel s'appelle Tankhaminin. Il prit le pouvoir en 1062. Donc quelques années seulement avant que Al-Bakri n'écrive son propre livre, ce qui veut dire que pour ce sujet-là, les informations d'Al-Bakri sont très à jour. Tankhaminin est un homme intrépide, doté d'un vaste royaume. Il détient un pouvoir redoutable. Le roi donne audience pour réparer les injustices dans une maison à coupole. Autour de cette maison sont rangés 10 chevaux caparaçonnés avec des étoffes d'or. Derrière le roi se tiennent 10 pages, portant des boucliers et des épées en or. À sa droite sont rangés les fils des princes de son empire, aux cheveux tressés et entremêlés d'or et portant des habits magnifiques. Le gouverneur de la ville est devant lui, assis par terre au milieu des ministres, également assis par terre. Devant la porte de la coupole, des chiens de garde qui ne quittent presque jamais le roi sont ornés de colliers d'or et d'argent. Leur religion est le paganisme. Ils adorent des fétiches. À la mort d'un roi, ils dressent un immense dôme en bois au-dessus de sa sépulture. Ils posent près du mort ses parures, ses armes, ses objets personnels pour manger et boire. Vous voyez, une ambiance à la fois, on pourrait dire, très africaine et en même temps un décorum royal dans lequel on sent bien qu'il y a une part de protocole et de mise en scène et d'ostentation autour de l'or. Bon. Et puis alors un peu moins d'un siècle plus tard, sous la plume de Al-Idrissi, Ghana est la plus grande des cités des Noirs. Là se rendent d'opulents commerçants de tous les pays environnants et de tous les pays du Maghreb. Les habitants sont musulmans. Les gens du Maghreb savent tous que le roi possède dans son château un bloc d'or pesant 30 livres. C'est une pépite d'or telle qu'elle a été créée par Dieu, ni fondue en lingots au feu, ni travaillée avec un instrument. On y a cependant pratiqué un trou et on y attache le cheval du roi.
Ce sultan est, au demeurant, le plus juste des hommes, à ce qu'on dit. Il est dans sa manière de faire proche des gens et juste envers eux. Ainsi, chaque matin, il va par les rues de la ville, faisant le tour de la cité. Si quelqu'un a eu une injustice ou quelque malheur, il lui ordonne de s'approcher et il reste avec lui jusqu'à ce que l'injustice soit réparée. Alors la chose intéressante avec ces deux textes, c'est qu'ils nous montrent une évolution politique et religieuse entre les deux périodes. Et c'est là l'un des aspects de ce régime documentaire à trous, qui est celui avec lequel on travaille, c'est que ce sont à peu près les deux seuls textes un peu sérieux, un peu conséquents, dont on dispose sur le royaume du Ghana. Ce qui signifie que l'historien n'est pas du tout en capacité de masquer les trous, de plâtrer le récit pour raconter de quelle façon est-ce que le roi du Ghana s'est converti à l'islam, ou même s'il s'est converti tout court, ou est-ce qu'on n'a pas affaire à une autre dynastie qui a pris le pouvoir. Voilà, donc tout ça sont des choses qui nous resteront inconnues. La seule chose qu'on peut dire, c'est que c'est au tournant du XIe et du XIIe siècle que le royaume du Ghana se transforme au point que la dynastie régnante devient musulmane. Alors, l'archéologie peut venir au secours de ce régime documentaire lacunaire. Et de fait, l'imagerie aérienne ou satellite, donc en l'occurrence il s'agit là d'une photo aérienne infrarouge, permet parfois de repérer des sites archéologiques. Et voilà, ici, donc j'ai surligné ça en très pointillé, voilà, vous avez ici une image qui illustre la présence d'un site archéologique très très important, en vert un peu plus foncé dans le paysage. Un site archéologique très important qui représente à peu près 3 km d'envergure, qui est un tel archéologique, donc une accumulation archéologique qui fait 6 à 8 mètres à 10 mètres de hauteur d'accumulation, une authentique ville dont l'implantation dans le sud-est de la Mauritanie pourrait bien correspondre à ce qu'on sait des descriptions des géographes arabes de cette ville. Al-Bakri, à propos de la ville, nous dit « La ville de Ghana se compose de 2 villes situées dans une plaine. L'une des 2 est habitée par les musulmans. Il y a 12 mosquées. La ville du roi est à 6 milles de la première. » On aurait donc une ville dédoublée, l'une qui est le siège du roi africain du Ghana, de sa cour, des villages qui sont autour, avec le bosquet sacré dont nous parle Al-Bakri, etc. Et puis donc, à une vingtaine de kilomètres de là, la ville où sont établis les marchands arabes, berbères ou maghrébins en général, et égyptiens, qui sont établis là à demeure. Et certainement en nombre important, puisqu'on a là une ville de type maghrébin, tout à fait importante en termes de taille, qui a fait l'objet de quelques fouilles françaises dans les années 70 et 80, dont j'ai mis une photo de la grande mosquée qui a été découverte là. Des fouilles très importantes en termes de logistique et de vestiges mis au jour, mais qui malgré tout représentent une toute petite fraction de ce site archéologique absolument exceptionnel et qui, en termes de ville ancienne africaine, est certainement le site le plus important d'Afrique. Aujourd'hui, inutile de le préciser, il est dans une région qui est totalement inaccessible et qui le restera longtemps.